À l'entrée du théâtre municipal d'Ardennes, ma fille a arraché le billet de mes mains et l'a tendu à sa belle-mère en disant que le Camarotte me semblait trop bien pour une femme comme moi. Je suis restée immobile sur le trottoir. Le froid de novembre me piquait les joues. Derrière moi, les lumières du théâtre doraient la place Ducale comme elles le faisaient depuis toujours, depuis l'époque où Octave et moi traversions cette même place, en nous tenant par le bras, lui avec son écharpe bordeaux qu'il mettait chaque hiver, moi avec mes gants en laine que j'avais tricotés moi-même. Mais ce soir-là, je n'avais plus de billets, je n'avais plus de place. Et ma propre fille me regardait comme si j'avais dû comprendre depuis longtemps que certains endroits n'étaient plus pour moi. Ce que Léontine ne savait pas encore, ce que personne dans ce hall illuminé ne pouvait deviner, c'est que quelques minutes plus tard, un employé du théâtre allait monter jusqu'au Camarotte numéro B4 pour en faire sortir 2 femmes. Et que cet employé allait redescendre vers moi, debout près de la billetterie, avec mon vieux programme d'Octave serré contre la poitrine, pour me dire simplement que mon fauteuil était prêt. Que mon fauteuil avait toujours été prêt. Mais je vais tout vous raconter depuis le début, parce que cette histoire ne commence pas ce soir-là. Elle commence bien plus tôt. Elle commence avec un homme qui restaurait des affiches usées dans une cave, avec une femme qui gardait chaque programme dans une boîte en fer, et avec un théâtre qui n'oublie jamais ceux qui l'ont aimé en silence. Je m'appelle Émérance Beaulieu. J'ai 80 ans. J'habite au numéro 14 de la rue Bourbon, à Charleville-Mézières, dans un appartement avec des rideaux en dentelle que j'ai accrochés moi-même il y a plus de 30 ans, et que je n'ai jamais changé parce qu'Octave disait qu'il laissait entrer exactement la bonne quantité de lumière. Sur ma commode, il y a une boîte en fer gris avec des roses peintes sur le couvercle. À l'intérieur, chaque billet de théâtre que nous avons conservé depuis 42 ans de mariage. Des dizaines. Certains sont si anciens que l'encre a pâli et qu'on ne lit plus le titre de la pièce, seulement la date et 2 prénoms écrits à la main dans la marge. Octave et Émérance. Rangée B, Camarotte 4. Avant de vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là dans le hall du théâtre municipal d'Ardennes, j'ai besoin de reprendre mon souffle une seconde. Parce que même maintenant, des mois plus tard, ma gorge se serre quand je repense au visage de Léontine au moment où elle a tendu mon billet à Ursuline. Ce n'était pas de la méchanceté pure, c'était quelque chose de pire. C'était de la honte. Ma fille avait honte de moi. Si vous êtes avec moi ce soir, si vous m'écoutez depuis votre salon ou depuis votre lit, dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville, quelle région? Mettez-le dans les commentaires. Parce que je lis chacun d'entre eux. Et savoir que vous êtes là me donne le courage de continuer. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous ressentez déjà quelque chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici, et celle de demain sera peut-être celle qui touche quelqu'un que vous aimez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que vous regardez cela parce que vous ne pouvez pas dormir? Je comprends. Moi non plus, ce soir-là, je n'aurais pas pu dormir sans avoir raconté cette histoire à quelqu'un. Alors voilà. Je reprends. J'avais mis 3 semaines à choisir ma robe. Une robe bleu nuit que j'avais achetée pour un anniversaire de mariage il y a longtemps et que je ne portais plus que pour les grandes occasions. Elle me serrait un peu à la taille depuis que j'avais pris quelques kilos, mais Clarimonde, mon amie du quartier qui a 75 ans et un avis sur tout, m'avait dit que je paraissais 10 ans de moins avec cette couleur. J'avais aussi sorti mes boucles d'oreilles en nacre, celles qu'Octave m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. Petite, discrète, mais à moi. Le théâtre municipal d'Ardennes se dresse au numéro 3 de la place Ducale. C'est un bâtiment du 19e siècle avec une façade en pierre claire et 2 colonnes de part et d'autre de l'entrée principale. À l'intérieur, le lustre central est en bronze avec des centaines de petits cristaux qui font danser la lumière sur les murs quand on l'allume. Je connais ce lustre depuis l'âge où j'avais encore les cheveux noirs. Octave disait toujours, en levant la tête vers lui la première fois de chaque saison, que certaines choses méritent qu'on les regarde comme si c'était la première fois. Même la 100e fois. Même la 200e. Ce soir-là, il y avait une représentation spéciale. Pas un spectacle ordinaire. Le théâtre organisait une soirée en hommage aux anciens collaborateurs culturels de la ville.
ces hommes et ces femmes qui, pendant des décennies, avaient contribué à préserver le patrimoine artistique de Charleville-Mézières sans jamais chercher de reconnaissance. Octave en faisait partie. Mon mari, encadreur et relieur de métier, avait passé des années à restaurer des affiches, des programmes, des documents d'archives du théâtre. Il le faisait le soir, après ses journées de travail, dans notre cave transformée en atelier. Il rentrait avec les mains tachées de colle et de vernis, heureux comme un enfant. Il est mort il y a 6 ans, d'une maladie tranquille et cruelle qu'il a pris en 3 saisons. Il ne verra jamais la vitrine que le théâtre allait inaugurer cette nuit-là. Mais ses mains, son travail, son amour de ses papiers jaunis, eux, seraient là. J'avais invité Léontine parce que je voulais qu'elle voie, qu'elle comprenne enfin pourquoi son père descendait dans cette cave le soir au lieu de regarder la télévision comme les autres. Léontine a 49 ans. Elle est grande, belle, avec les cheveux de son père et l'impatience de personne que je reconnaisse vraiment. Elle a épousé Timothée Deveau il y a 20 ans, un homme de 55 ans maintenant, ingénieur dans une entreprise de matériaux, sérieux et discret, mais qui a toujours regardé ma façon de vivre avec une légère incompréhension polie. Et puis il y avait Ursuline, la mère de Timothée, 74 ans, veuve d'un notaire, habituée au premier rang et aux avant-premières, une femme correcte, pas cruelle, mais habituée à ce que le meilleur lui revienne naturellement. Je les avais rejoints devant l'entrée à 19h30. Clarimonde devait nous retrouver à l'intérieur. J'avais mon billet dans mon sac, dans la petite enveloppe cartonnée que la billetterie m'avait envoyée par courrier 3 semaines plus tôt. Camarotte B4, le même depuis toujours. Rangée du balcon, position centrale, vue parfaite sur la Seine. Léontine portait un manteau rouge sang, des escarpins noirs et un sac que je ne lui connaissais pas. Elle avait l'air d'une femme qui s'attendait à être regardée. Ursuline, à côté d'elle, portait un manteau gris perle avec un col en fourrure et des gants assortis. Timothée avait mis son costume bleu marine. Il ressemblait à quelque chose que les magazines appellent une belle famille. Et moi, avec mon manteau beige que j'avais depuis 12 ans et ma robe bleu nuit, je ressemblais à ce que j'étais. Une femme de 80 ans qui aime le théâtre depuis avant que ses enfants sachent marcher. C'est dans ce moment précis, au moment où j'ouvrais mon sac pour sortir mon billet, que Léontine a tendu la main. Je croyais qu'elle voulait m'aider, qu'elle allait tenir le sac pendant que je cherchais. Alors j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée dans sa paume. Elle ne me l'a pas rendue. Elle a regardé le billet, a regardé Ursuline et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Sa voix était basse, comme si elle ne voulait pas que les autres personnes dans la file l'entendent, mais moi j'entendais très bien. Elle a dit que le Camarotte était beaucoup trop beau pour être gâché, que Madeleine, c'est comme ça qu'elle appelle parfois Ursuline entre eux, serait bien mieux là-haut, et que pour moi, le fond de la salle suffisait amplement. Le fond de la salle. Pour moi. Dans le théâtre où Octave et moi avions passé 40 ans, je n'ai pas crié. Je ne pleure pas facilement, et encore moins en public, c'est une chose qu'on m'a apprise très tôt dans la vie. J'ai regardé ma fille. J'ai regardé Ursuline, qui prenait le billet avec un sourire légèrement mal à l'aise, comme quelqu'un qui accepte un cadeau dont il n'est pas sûr de vouloir. Et j'ai regardé Timothée qui regardait ailleurs, vers la façade du théâtre, avec la concentration appliquée d'un homme qui a décidé de ne rien voir. Puis j'ai ramassé mon sac. Et j'ai marché vers l'entrée. Pas vers le fond, vers la billetterie. Je suis née à Mézières, l'ancienne ville qui a fusionné avec Charleville en 1966 pour former Charleville-Mézières. Mon père était ouvrier dans une fonderie et ma mère cousait des robes pour les femmes du quartier. Nous n'étions pas pauvres au sens où on manquait de quelque chose d'essentiel, mais nous n'étions pas riches non plus au sens où on pouvait choisir. On choisissait dans ce qui existait. On était heureux avec ce qui était là. J'ai grandi avec l'idée que le travail bien fait est une dignité, que réparer quelque chose vaut mieux que le jeter, que ce qui est beau mérite d'être préservé, même si on ne peut pas se l'offrir entièrement. Ces idées, je ne les ai jamais perdues. Elles sont dans mes mains, dans mes habitudes, dans la façon dont je plie encore les serviettes en tissu au lieu d'utiliser du papier, dans la façon dont je garde les ficelles des paquets cadeaux enroulés dans un tiroir. J'ai rencontré Octave à 22 ans, à une conférence sur la restauration du patrimoine local. Il était assis 2 rangées devant moi
et prenait des notes avec une application qui m'avait frappé. Pas des notes rapides et brouillonnes comme font ceux qui veulent juste avoir l'air d'écouter. Des notes soignées, structurées, avec des petits schémas dans les marges. Je me suis dit que cet homme avait du respect pour ce qu'il entendait. Nous avons parlé après la conférence pendant 2 heures, sans voir le temps passer. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Nous avons eu Léontine, puis son frère Bertrand qui vit maintenant à Bordeaux et qui, lui, appelle chaque dimanche. Octave a travaillé toute sa vie comme relieur et encadreur, d'abord dans un atelier du centre-ville, puis à son compte dans notre cave. Il avait une clientèle fidèle, des musées régionaux, des particuliers, quelques institutions. Et puis, il y avait le théâtre. Le théâtre avait commencé comme un client ordinaire. Un programme abîmé à restaurer, une affiche à consolider. Mais Octave avait découvert dans les réserves du théâtre une quantité de documents en mauvais état, certains datant du début du siècle, qui ne demandaient qu'à être sauvés. Il avait proposé de s'en occuper. Le théâtre n'avait pas les moyens de le payer correctement pour tout ce travail, et Octave avait accepté une compensation partielle parce que pour lui, ces documents avaient une valeur qui dépassait l'argent. Il travaillait le soir, parfois jusqu'à minuit. Il descendait dans la cave avec sa lampe de bureau, ses pinceaux fins, ses pots de colle spéciales, et il récupérait des soirées entières de l'oubli. Je lui apportais du café. Je m'asseyais parfois sur le vieux tabouret près de l'établi et je le regardais travailler. Il ne me demandait pas de partir. Il aimait que je sois là. En échange de ce travail de plusieurs années, le théâtre lui avait accordé, à lui et à sa femme, une carte mémoire Octave Beaulieu. Un abonnement viager lié à notre nom, qui nous donnait accès aux camarotes B4 pour chaque saison. Pas transférable, pas vendable, lié à nos personnes et à notre mémoire au sein de cette institution. Léontine n'avait jamais jugé bon de demander pourquoi son père descendait dans cette cave le soir. Elle appelait ça ses affaires de vieux papier. Elle disait ça avec cette légèreté qui ne blesse pas franchement, mais qui fait mal quand même, comme une fenêtre qu'on n'arrive pas tout à fait à fermer et par laquelle le froid entre un peu. Je marchais vers la billetterie pendant que ma fille guidait Ursuline vers l'escalier du balcon. Le guichet était tenu par un homme d'une 40aine d'années que je ne connaissais pas. Anicette Loisel, j'allais apprendre son nom plus tard. Il avait l'air sérieux, efficace, avec des lunettes rectangulaires et une veste du théâtre sur les épaules. Je me suis approchée et j'ai posé ma main sur le bord du comptoir. Pas besoin de beaucoup de mots quand on sait ce qu'on cherche. J'ai dit simplement mon nom. Émérance Beaulieu. Camarote B4. Il a regardé son écran. Il a tapé quelques touches. Et puis il s'est arrêté. Son visage n'a pas changé brusquement. C'était un homme professionnel. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une reconnaissance. Puis une légère tension. Il a relevé la tête vers moi et m'a demandé si j'avais mon billet avec moi. J'ai dit que non, que mon billet avait été pris. Il m'a regardé 1 seconde de plus que nécessaire. Puis, il a décroché son téléphone intérieur. Je ne vous dirai pas encore ce qu'il a dit, parce que je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Debout près de la billetterie, pendant que le lustre s'allumait au-dessus de ma tête et que les gens entraient en parlant et en riant et en cherchant leur place. Pendant que quelque part dans les escaliers, ma fille montait vers mon camarote avec la belle-mère de son mari. Je tenais contre ma poitrine un vieux programme plié, celui du premier spectacle auquel Octave et moi avions assisté dans ce théâtre après notre mariage. Je l'avais mis dans mon sac ce soir-là, sans trop savoir pourquoi. Un réflexe. Comme on emporte quelque chose de l'être aimé quand on va dans un endroit qui lui appartenait aussi. Si vous êtes encore avec moi, si vous ressentez quelque chose en m'écoutant, je voudrais vous demander une chose. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce que quelqu'un est assis à côté de vous? Ou vous êtes seul avec cette histoire? Dites-moi dans les commentaires. Et si vous connaissez une mère qui a été mise de côté par quelqu'un qu'elle aimait, partagez ceci avec elle. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'ici, chaque jour, il y a une nouvelle histoire. Et peut-être que celle de demain sera exactement celle dont quelqu'un près de vous a besoin d'entendre. Appuyez sur « J'aime si les mains d'Octave, ses vieux papiers, son travail silencieux vous touchent. » Parce que les gens comme Octave méritent d'être vus, même longtemps après. Anicette Loisel a raccroché le téléphone. Il m'a dit d'attendre un moment, que quelqu'un allait s'occuper de cela.
Il a dit cela avec une politesse particulière, la politesse de quelqu'un qui comprend exactement ce qui s'est passé et qui sait que les mots doivent être choisis avec soin. J'ai attendu. J'ai regardé les gens entrer. Des couples, des familles, des petits groupes d'amis. Certains en tenues élégantes, d'autres en manteaux ordinaires du quotidien. Le théâtre accueille tout le monde. C'est une des choses que j'ai toujours aimées. La beauté sur scène ne demande pas à ce qu'on soit beau dans les gradins. J'ai pensé à Octave. Je pense à lui souvent, mais ce soir-là différemment. Je pensais à ses mains sur les vieilles affiches, à la façon dont il tenait les pinceaux, avec une précision qui me faisait penser à un chirurgien, à sa fierté tranquille quand un document retrouvait sa lisibilité, quand les couleurs réapparaissaient sous le vernis, quand ce qui avait failli être perdu ne l'était plus. Je pensais à Léontine, à la petite fille qu'elle avait été, qui descendait parfois dans la cave regarder son père travailler, qui demandait pourquoi il collait ses vieux papiers, et à qui il répondait toujours la même chose. Parce que quelqu'un les a aimés autrefois, et que cet amour mérite de survivre. Elle avait oublié ces mots-là, ou peut-être qu'elle ne les avait jamais vraiment entendus. Venance Arnoux est apparu quelques minutes plus tard, 61 ans, le directeur administratif du théâtre. Je l'avais croisé quelques fois lors de soirées de saison. Un homme grand, les cheveux gris coupés courts, avec cette façon qu'ont certains administrateurs culturels de dégager à la fois de la rigueur et de l'humanité. Il m'a serré la main avec chaleur. Il m'a dit qu'il était désolé pour la confusion. Il a utilisé le mot « confusion » et j'ai apprécié cela. Il n'a pas dit que ma fille avait pris mon billet. Il n'a pas fait de moi une victime dans le hall d'un théâtre un soir de gala. Il m'a dit qu'Anicette allait s'occuper de régulariser la situation au niveau du Camarote et que d'ici quelques minutes, tout serait en ordre. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit merci. Et j'ai continué d'attendre. Le lustre projetait ses cercles de lumière sur le sol dallé. Quelqu'un quelque part accordait un instrument. On entendait par intermittence une note longue et cherchée. L'odeur du théâtre est particulière. Une odeur de velours chauffé, de vieux bois, de parfums croisés. Je la connais comme je connais l'odeur de ma cuisine, ou de la cave d'Octave. Je me demandais ce que Léontine ressentait là-haut, si elle était à l'aise dans ce Camarote, si elle avait regardé la salle depuis la hauteur du balcon et reconnu quelque chose, si quelque chose dans cet endroit lui rappelait son père. Probablement non. Probablement elle regardait Ursuline s'installer dans le fauteuil en velours bordeaux et se disait qu'elle avait bien fait, que les choses étaient à leur juste place, que sa belle-mère appréciait, que la soirée commençait bien. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer. Et moi, debout près de la billetterie avec mon programme d'Octave contre la poitrine, je ne savais pas encore non plus tout ce que cette nuit allait révéler. Pas seulement à Léontine, à moi aussi. Parce qu'on croit parfois connaître exactement la valeur de ce qu'on a vécu. Et puis un théâtre inaugure une vitrine, et on découvre que ce qu'on pensait être du domaine privé, une histoire de cave et de colle et de vieux papiers et d'amour silencieux, était en réalité une partie de l'histoire de toute une ville, et que certains endroits ont une mémoire plus fidèle que certains enfants. Anicette Loisel avait monté l'escalier. Je ne l'avais pas vue partir. Je l'ai imaginé gravir les marches avec cette politesse ferme qu'il avait au guichet. Je l'ai imaginé frapper à la porte du Camarote B4, entrer, voir ma fille et Ursuline installées, et dire, avec cette même voix calme que les gens du théâtre apprennent, que quelque chose devait être corrigé. Je l'ai imaginé dire que la place était nominative, que la carte mémoire Octave Beaulieu ne pouvait pas être cédée, que Madame Beaulieu était attendue dans ce Camarote ce soir et que les deux occupantes actuelles allaient devoir se déplacer avant le début de la représentation. Je n'étais pas là pour voir la tête de ma fille, mais j'allais la prendre. Ce qui comptait pour l'instant, c'était le programme d'Octave dans mes mains. C'était le bruit de mes propres pas sur le dallage du hall quand je me suis avancé légèrement vers la fenêtre pour regarder la place Ducale à travers le vitrage. La nuit était claire. Les réverbères éclairaient les pavés. Il faisait froid dehors, mais ici, dans ce hall, il faisait chaud et il y avait de la lumière et de la musique qui commençaient doucement à s'organiser derrière le grand rideau. Octave aurait aimé être là. Il aurait mis son écharpe bordeaux. Il aurait levé les yeux vers le lustre une fois. Il m'aurait tenu la main dans l'obscurité pendant le premier acte. Et à l'entracte, il m'aurait dit ce qu'il pensait du décor,
de la mise en scène, avec ce regard sérieux et passionné qui faisait que les choses prenaient de l'importance quand il les regardait. Puis un autre employé s'est approché de moi. Il était jeune, la vingtaine peut-être, avec un badge du théâtre et l'air légèrement intimidé de quelqu'un à qui on vient de confier une mission importante. Il a dit mon nom. Madame Beaulieu. J'ai dit oui. Il a dit que mon fauteuil était prêt maintenant. Mon fauteuil était prêt. Ces 4 mots ont résonné dans ma poitrine comme quelque chose qu'on attendait depuis longtemps sans savoir qu'on l'attendait. Pas une victoire, pas un triomphe, juste une restitution. Juste le monde qui se remettait à la bonne place, tranquillement, avec les égards que certains endroits savent encore témoigner aux histoires qu'ils ont abritées. J'ai suivi le jeune homme vers l'escalier. Je n'ai pas pressé le pas. J'avais 80 ans, des boucles d'oreilles en nacre et un programme d'octave dans la main. Je montais vers le camarote qui nous avait appartenu pendant 40 ans. Personne ne pouvait me faire sentir que je me dépêchais d'arriver quelque part où je n'avais pas ma place. J'avais toujours eu ma place là-haut. C'est simplement que ce soir-là, il avait fallu le rappeler à quelqu'un. En haut des marches, dans le couloir qui longe les camarotes du balcon, j'ai aperçu Léontine. Elle était debout, légèrement à l'écart de la porte du B4. Ursuline était un peu plus loin, son manteau gris perle sur les épaules, son sac serré contre elle avec la discrétion de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a été placé dans une situation qu'il n'avait pas demandée. Timothée était contre le mur, les mains dans les poches, regardant le sol. Léontine m'a regardé arriver. Je ne lui ai pas souri. Ce n'était pas le moment des sourires. Mais je ne lui ai pas lancé de regard de reproche non plus. Je n'avais pas besoin de ça. Le théâtre avait déjà dit ce que j'aurais pu dire. Les faits avaient déjà parlé. J'ai passé devant elle. Je suis entré dans le camarote B4. Les fauteuils en velours bordeaux. La petite tablette sur le côté où on peut poser un programme ou un verre. La vue sur la scène, parfaite, centrale, comme toujours. L'éclairage tamisé du balcon. Et en bas, la salle qui se remplissait, les gens qui cherchaient leur place, le murmure de 200 personnes qui s'installent avant que la lumière s'éteigne. Je me suis assise, j'ai posé le programme d'octave sur mes genoux, et j'ai attendu que le rideau se lève. Le rideau rouge s'est levé sur une scène que je connaissais par cœur. Et pourtant ce soir-là, elle me semblait différente, plus grande, plus solennelle. Comme si le théâtre lui-même savait que cette nuit n'était pas une nuit ordinaire. Je me suis installée dans le fauteuil en velours bordeaux du camarote B4 avec ce mélange particulier d'épuisement et de paix que ressentent les gens qui viennent de traverser quelque chose d'éprouvant sans se laisser abattre. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, pas de colère. De soulagement, je crois. Le genre de tremblement qui vient quand le corps relâche enfin ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Clarimonde était déjà là. Elle m'avait gardé la place à côté d'elle, bien qu'il n'y eût que 2 fauteuils dans ce camarote et qu'elle ait dû expliquer à quelques personnes curieuses que la seconde place était réservée. Clarimonde a 75 ans, une chevelure blanche qu'elle coiffe avec une précision militaire et une façon de regarder le monde qui ne laisse passer aucun mensonge. Quand elle m'a vue entrer seule, sans Léontine, sans Ursuline, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste pris ma main et l'a serrée une fois, fort, comme on fait quand les mots ne sont pas nécessaires. La pièce a commencé. Je ne vais pas vous décrire le spectacle dans tous ses détails, parce que ce n'est pas de cela dont il s'agit ce soir. Ce dont il s'agit, c'est de ce qui se passait en moi pendant que les acteurs parlaient sur la scène. Ce dialogue intérieur que j'avais avec Octave, avec ma fille, avec moi-même, avec les 40 ans de souvenirs qui habitaient ce camarote comme des invités invisibles et bienveillants. Je pensais à la première fois. Nous avions 38 ans, Octave et moi. Léontine avait 12 ans et était restée chez ma mère. Nous avions mis nos plus beaux habits, pas les plus chers, les plus beaux, c'est différent. Nous avions pris le bus parce que nous n'avions qu'une voiture et qu'Octave refusait de la garer sur la place Ducale un soir de représentation parce qu'il trouvait ça irrespectueux pour les riverains. Il avait ces principes-là, petits et précis, qui faisaient que la texture de sa façon d'être au monde. Ce soir-là, nous avions vu une pièce de Molière. Je ne me souviens plus laquelle exactement. Ce dont je me souviens, c'est que nous avons ri ensemble dans l'obscurité comme nous n'avions pas ri depuis longtemps, et qu'à la sortie, sur la place Ducale, sous les réverbères,
Octave avait dit que certains endroits avaient le pouvoir de remettre les gens en ordre, que le théâtre faisait partie de ces endroits-là. Il avait raison. Il avait raison ce soir-là encore, même absent. Le premier acte a duré environ 1 heure. Pendant ce temps, je n'ai pas regardé vers la salle pour chercher Léontine. Je savais où elle était. Quelque part en bas, dans une rangée ordinaire, avec Timothée d'un côté et Ursuline de l'autre, regardant la scène depuis un angle différent de celui qu'elle avait voulu s'approprier. Je ne ressentais pas de satisfaction à cette idée. Vraiment pas. Je ressentais quelque chose de plus compliqué. Une tristesse. La tristesse de voir sa fille choisir les apparences au point d'oublier l'essentiel. Clarimonde s'est penchée vers moi à mi-acte et m'a chuchoté que j'avais l'air d'une reine. Je lui ai chuchoté en retour que j'avais surtout l'air d'une vieille femme avec des boucles d'oreilles en nacre. Elle a souri sans faire de bruit, comme on apprend à sourire au théâtre quand on y vient depuis longtemps. Si vous êtes encore là avec moi, si vous traversez cette histoire à mes côtés depuis le début, je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où quelqu'un que vous aimiez vous a fait honte dans un endroit qui vous était précieux? Pas une grande honte violente, une petite honte douce amère, celle qui fait mal justement parce qu'elle vient de quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé capable de nous faire ça. Mettez un mot dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle. Un seul mot suffit. Et appuyez sur « j'aime » si vous êtes toujours là. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est la partie de l'histoire que j'ai mis le plus de temps à formuler, même pour moi-même. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que chaque jour, ici, il y a une nouvelle histoire comme celle-ci, et certaines d'entre elles vont vous toucher à des endroits que vous ne soupçonnez pas. L'entracte a sonné. C'est à ce moment que tout a basculé une seconde fois. Venance Arnoux, le directeur administratif, est monté sur la petite estrade latérale du foyer du balcon avec un microphone sans fil. Le foyer est cet espace entre les camarotes et l'escalier, une sorte de couloir élargi avec des moulures au plafond et des appliques murales en cuivre. C'est là que les abonnés se retrouvent à l'entracte, que les habitués parlent des saisons passées, que le vin blanc circule dans des flûtes trop fines. Venance a tapé 2 fois le microphone du bout du doigt. Les conversations se sont tues progressivement, comme une vague qui se retire. Il a dit bonsoir à tous. Il a dit que cette soirée était particulière pour le théâtre, pour la ville, pour la mémoire collective de Charleville-Mézières. Il a dit que depuis plusieurs décennies, des femmes et des hommes avaient contribué à préserver le patrimoine de cette maison sans jamais chercher ni gloire ni rémunération à la hauteur de leur engagement. Il a dit que le théâtre avait voulu honorer ces personnes de manière durable, par quelque chose qui resterait. Puis il a indiqué le mur du fond du foyer. Il y avait une vitrine là-bas, longue, éclairée de l'intérieur par des lumières LED froides et précises, le genre d'éclairage qu'on réserve aux choses qui ont de la valeur. Je l'avais vue en entrant dans le foyer, mais je n'avais pas eu le temps de m'en approcher. J'avais supposé que c'était une exposition en cours, quelque chose en lien avec le spectacle. Ce n'était pas ça. Venance a dit les mots lentement, parce que les mots importants méritent qu'on leur laisse de l'espace. Il a dit que la vitrine s'appelait « Archives Beaulieu », mémoire des soirées sauvées. Il a dit qu'elle contenait une sélection des documents restaurés par Octave Beaulieu au cours de ses années de collaboration bénévole avec le théâtre. Des affiches, des programmes, des lettres d'acteurs, des coupures de presse, des photographies. Des soirées entières qui avaient failli être perdues et qui existaient encore grâce aux mains patientes d'un homme qui aimait la culture avec une discrétion absolue. Il a dit qu'Octave Beaulieu n'était plus parmi nous, mais que sa femme, Madame Émérance Beaulieu, était présente ce soir et que le théâtre était honoré de sa présence. Plusieurs personnes ont regardé dans ma direction. Clarimonde m'a serré le bras. J'ai regardé la vitrine, et c'est là que j'ai vu la photographie. Elle était encadrée et placée légèrement à gauche du centre de la vitrine, au niveau des yeux. Elle datait d'environ 30 ans. Octave et moi, dans ce même camarote, le B4, photographié depuis l'extérieur par quelqu'un qui avait dû ouvrir la porte en catimini. Octave regardait la scène, le profil concentré, la mâchoire légèrement avancée, comme quand quelque chose l'intéressait vraiment. Moi, je le regardais, lui, pas la scène. Lui. Je ne savais pas que cette photographie existait.
Je n'avais aucun souvenir qu'on nous ait photographiés ce soir-là. Quelqu'un, quelque part, avait capturé ce moment sans que nous le sachions, et pendant toutes ces années, ce cliché avait dormi dans les archives du théâtre, attendant cette vitrine, attendant cette nuit. Mes yeux se sont remplis. Je ne pleure pas facilement, je vous l'ai dit. Mais là, debout dans ce foyer avec Clarimonde à côté de moi et la photographie d'Octave éclairée derrière le verre, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Quelque chose que j'avais tenu serré depuis 6 ans, depuis le matin où le médecin avait dit que c'était fini, depuis l'enterrement sous la pluie de novembre, depuis tous ces soirs où j'avais préparé une assiette pour 2 par réflexe avant de me rappeler que je mangeais seule maintenant. Octave était là, pas à côté de moi, mais là, dans cette vitrine, dans ces papiers restaurés, dans le nom gravé sur la plaque de métal fixée au bas du cadre. Et c'est à ce moment précis que j'ai vu Léontine. Elle était de l'autre côté du foyer. Elle avait dû monter au balcon pendant l'entracte, peut-être par curiosité, peut-être pour me chercher, peut-être poussée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore elle-même. Elle avait vu la vitrine. Elle avait entendu les mots de Venance. Et maintenant, elle regardait la photographie. Elle regardait son père. Elle regardait sa mère en train de regarder son père. Et sur son visage, il se passait quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Pas encore du regret, pas encore des excuses, juste la compréhension. Le moment où on réalise qu'on n'a pas vu quelque chose d'évident depuis trop longtemps et que ce qu'on n'a pas vu était là tout le temps, à portée de regard. Timothée était derrière elle. Il regardait la vitrine, lui aussi, avec cet air de quelqu'un qui fait le calcul de ce qu'il n'a pas demandé à savoir et qu'il aurait dû demander. Et Ursuline, à sa gauche, lisait la plaque. Archives Beaulieu, mémoire des soirées sauvées. Elle lisait lentement, avec attention, comme quelqu'un qui comprend soudainement dans quelle histoire elle a été amenée sans le vouloir et sans le savoir. Clarimonde m'a dit tout bas de ne pas aller vers eux. Pas maintenant. Laisse-les regarder, elle a dit. Certaines choses ont besoin d'être vues sans que personne soit là pour expliquer. Elle avait raison. Clarimonde a souvent raison sur ces questions-là. C'est un des avantages d'une amie de 75 ans qui a traversé ses propres histoires de famille. Je suis restée de mon côté du foyer. J'ai repris un verre de vin blanc. J'ai regardé la vitrine de loin et j'ai laissé la photographie faire son travail. Dites-moi, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui a fait un travail silencieux pendant des années sans que vous compreniez vraiment pourquoi? Un parent, un conjoint, un ami proche. Quelqu'un qui s'investissait dans quelque chose que vous trouviez peut-être un peu inutile, un peu excessif, un peu bizarre. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez compris que ce travail silencieux avait de la valeur? Que cette personne voyait quelque chose que vous ne voyiez pas encore? Partagez ça dans les commentaires si vous voulez. Et si cette histoire vous touche, si elle vous parle de quelqu'un que vous connaissez, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, les histoires des autres nous aident à comprendre les nôtres. Abonnez-vous, restez avec moi, parce que la suite de cette nuit au théâtre, je ne vous l'ai pas encore racontée. La cloche de l'entracte a sonné. Les gens ont commencé à regagner leur place. Léontine ne s'est pas approchée de moi avant le début du 2e acte. Je l'ai su plus tard par Clarimonde qui l'avait observée. Elle était restée devant la vitrine jusqu'à la dernière seconde. Elle regardait la photographie. Elle regardait les affiches restaurées. Elle lisait les petits cartels explicatifs que le théâtre avait rédigés pour chaque document. Et à un moment, Clarimonde l'avait vue porter la main à sa bouche. Juste une seconde, juste le temps de comprendre quelque chose. Le 2e acte a commencé. Je l'ai regardé depuis le camarote B4, avec Clarimonde à ma gauche et le programme d'Octave sur mes genoux, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, et comme si tout ce qui devait se passer s'était déjà passé. Les acteurs jouaient, la salle écoutait, le lustre diffusait sa lumière chaude sur les épaules de 200 personnes. Octave aurait dit que certains soirs, le théâtre fait mieux que le théâtre. Certains soirs, la vraie pièce se joue dans le public. Il avait raison. Je vais vous parler maintenant de Léontine. De qui elle était, de pourquoi elle avait grandi avec cette façon de regarder le travail de son père comme quelque chose de marginal, de désuet, de pas tout à fait sérieux. Parce que cette histoire-là ne commence pas dans le hall du théâtre. Elle commence bien plus tôt,
dans les années où Léontine construisait l'idée qu'elle avait d'elle-même et du monde. Ma fille est intelligente. Je veux que vous compreniez ça avant tout. Elle est intelligente, elle est capable, et elle a réussi des choses dans sa vie dont je suis fière, même quand je suis en colère contre elle. Elle travaille dans la communication pour une entreprise régionale. Elle organise des événements, des lancements, des présentations. Elle sait comment faire briller les choses. Elle a un sens naturel de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas, de ce qui impressionne et de ce qui passe inaperçu. C'est peut-être justement ça, le problème. Léontine a grandi dans une famille qui valorisait l'invisible. Le travail de nuit dans la cave. La colle qui sèche sur des affiches que personne ne voit en train d'être restaurées. La patience de tenir un pinceau pendant 3 heures pour que la couleur revienne à l'endroit exact où elle avait pâli. Octave ne parlait pas de son travail au théâtre à l'extérieur. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il faisait ce qu'il faisait parce que ça lui semblait juste et parce que ça lui plaisait. Léontine, elle, cherchait la reconnaissance. Elle avait toujours cherché la reconnaissance, depuis petite. Pas d'une façon mauvaise, c'est important que je le dise. Mais elle avait besoin que les choses se voient. Elle avait besoin que les efforts soient reconnus publiquement, immédiatement, visiblement. Ce besoin-là, je n'ai jamais su exactement d'où il venait. Peut-être d'une maîtresse de l'école primaire qui l'avait complimentée devant toute la classe une fois et dont elle avait gardé le souvenir précis. Peut-être d'autres choses. Ce que je sais, c'est que le monde de son père lui semblait un monde sans audience. Et Léontine n'aimait pas les choses sans audience. Elle avait dit une fois, elle avait peut-être 25 ans, que son père gâchait son temps avec des vieux papiers. Elle n'avait pas voulu me blesser en disant ça. Elle le pensait vraiment. Elle pensait que le temps d'Octave méritait d'être mieux employé, que ce travail ne menait à rien de concret, que s'investir autant dans quelque chose qui ne rapportait pas grand-chose était une forme de naïveté. Octave avait entendu. Il n'avait rien dit sur le moment. Plus tard, ce soir-là, dans la cave, il m'avait dit que certaines personnes n'apprenaient la valeur des choses qu'en les perdant. Il avait dit ça sans amertume, avec cette résignation tranquille qu'il avait pour les incompréhensions qui ne se résolvent pas par les mots. Il avait peut-être espéré, sans le formuler, que Léontine comprendrait un jour. Ce soir, au théâtre, je crois qu'elle commençait. Le deuxième acte s'est terminé sous des applaudissements sincères. L'acteur principal a fait 3 rappels. La salle s'est levée en partie. Je suis restée assise, pas par indifférence, mais parce que mes genoux me font mal depuis 2 ans et que se lever et se rasseoir 3 fois de suite me demande une énergie que je préfère économiser. Clarimonde s'est levée pour 2, ce qu'elle fait toujours, avec un enthousiasme intact qui me réjouit à chaque fois. Puis les lumières se sont rallumées. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Le brouhaha de fin de spectacle, les manteaux, les sacs, les chuchotements des commentaires à chaud. Clarimonde m'a dit qu'elle allait récupérer son manteau au vestiaire et m'a demandé si je la rejoignais en bas. Je lui ai dit que j'aurais besoin de quelques minutes. Elle a compris et est partie en laissant la porte du camarote entr'ouverte. Je suis restée seule dans le B4. J'ai regardé la scène vide. Les techniciens commençaient à démonter les décors, des silhouettes qui se déplaçaient dans la lumière de travail, blanches et crues après la lumière de spectacle. La salle se vidait. Les voix s'éloignaient. Et dans ce camarote, il y avait ce silence particulier des endroits qui ont vu beaucoup de choses et qui savent attendre. J'ai posé la main sur le bras du fauteuil d'Octave, celui de gauche, qui avait toujours été le sien. Le velours était légèrement élimé à cet endroit, là où les avant-bras s'appuient. Je me demandais si c'était son élimure à lui ou l'accumulation de tous ceux qui s'étaient assis là, avant lui et après lui. Probablement les deux. Probablement que le temps ne distingue pas, que les traces s'additionnent et se confondent. Voilà ce que c'est, un lieu de mémoire. Pas un monument, pas une plaque, juste un fauteuil un peu usé dans un camarote de province où le tissu garde l'empreinte de tous ceux qui ont regardé la vie depuis cette hauteur-là. C'est à ce moment que j'ai entendu frapper à la porte, doucement, 2 coups hésitants. J'ai dit « Entrez ». C'était Léontine. Elle était seule. Elle avait enlevé son manteau rouge sang et le tenait plié sur son bras, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Sans ce manteau, elle paraissait plus petite, plus ordinaire, plus ma fille.
Elle est restée dans l'embrasure de la porte quelques secondes. Elle regardait le camarote. Elle regardait les fauteuils, la vue sur la Seine, les moulures du plafond bas. Elle regardait sa mère assise dans un fauteuil en velours bordeaux avec un vieux programme sur les genoux. Puis elle a dit « Maman ». Juste ça. Maman. D'une voix que je ne lui connaissais plus depuis longtemps. La voix d'avant. Celle d'avant les années, où elle a appris à être une femme accomplie dans un monde qui récompense les surfaces. La voix d'une petite fille qui descendait parfois dans la cave regarder son père travailler. Je lui ai dit d'entrer et de fermer la porte. Elle l'a fait. Elle s'est avancée jusqu'au bord du second fauteuil, celui de gauche, celui d'Octave, et elle a attendu que je lui dise de s'asseoir. Je le lui ai dit. Elle s'est assise. Nous avons regardé la scène vide ensemble quelques secondes sans parler. Puis elle a dit qu'elle ne savait pas. Pour la vitrine, pour la carte mémoire, pour la hommage. Elle a dit qu'elle avait vu des choses ce soir qu'elle n'aurait pas dû ignorer depuis si longtemps. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu. Elle a mis du temps à répondre. Puis elle a dit qu'elle avait vu son père. Dans cette photographie, dans ses affiches, dans le texte des cartels qui décrivaient son travail avec des mots précis et respectueux. Elle a dit qu'elle n'avait pas compris, quand il était vivant, ce qu'il faisait vraiment. Elle avait pensé que c'était un passe-temps, une façon de combler le temps, pas un legs. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai dit ce que j'avais à dire. Pas avec cruauté, pas avec le désir de lui faire mal, mais clairement, parce que certaines choses doivent être dites clairement si on veut qu'elles servent à quelque chose. Je lui ai dit qu'elle m'avait pris mon billet à l'entrée parce qu'elle avait honte de moi, pas de mon billet, de moi, de mon manteau, de mon âge, de la façon dont je m'inscrivais dans le décor de cette soirée qu'elle voulait parfaite pour Ursuline. Je lui ai dit que la honte de sa propre mère était quelque chose qui méritait réflexion, pas excuse immédiate. Elle a voulu dire que ce n'était pas exactement ça, que c'était plus compliqué. Je lui ai dit que si, que c'était exactement ça, et que la complication venait après, pas avant. Elle n'a pas protesté davantage. Puis j'ai dit autre chose. J'ai dit que ce que je ne pouvais pas accepter, c'était qu'elle tente de me retirer la seule chose qui me rattachait encore à Octave dans un espace public. Parce que ma maison est pleine de lui. La boîte en fer avec les billets. La cave qu'on n'a pas transformée parce que je ne me résous pas à le faire. Ses livres, ses outils, ses écharpes dans le placard. À la maison, il est partout. Mais dehors, dans le monde des autres, ce camarote était l'endroit où nous existions ensemble encore, où son travail avait laissé une trace que les autres pouvaient me voir. Et elle avait tenté de me prendre ça. Léontine pleurait, pas bruyamment. Des larmes qui glissaient sans qu'elle les retienne, comme quelqu'un qui a arrêté de se battre contre quelque chose. Je ne l'ai pas consolée, pas tout de suite, parce que certaines larmes ont besoin d'être pleurées entièrement avant qu'on intervienne. Certaines prises de conscience ont besoin de leur temps complet. Je vous pose une question maintenant, à vous qui êtes là avec moi depuis le début de cette histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille à qui vous n'avez jamais vraiment demandé ce que signifiait quelque chose d'important pour lui ou pour elle? Un parent, un grand-parent, quelqu'un dont vous connaissiez les habitudes sans en connaître les raisons. Est-ce qu'il y a encore le temps de demander? Dites-moi dans les commentaires. Parce que cette question-là, je la pose sérieusement, pas pour le spectacle. Parce que cette nuit au théâtre m'a rappelé que les regrets les plus lourds ne sont pas ceux des grandes fautes. Ils sont ceux des questions qu'on n'a pas posées assez tôt. Laissez un j'aime si vous comprenez de quoi je parle. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite, parce que ce qui s'est passé ensuite dans ce camarote, et puis dans les mois qui ont suivi, c'est ce qui a le plus compté pour moi depuis la mort d'Octave. Ursuline a frappé à son tour, quelques minutes après. Elle est entrée sur mon invitation avec une délicatesse de quelqu'un qui sait qu'il entre sur un terrain qui ne lui appartient pas. Elle avait à la main le programme du spectacle, celui du soir, pas un ancien. Elle me l'a tendu. Elle a dit qu'elle était désolée. Pas de la façon dont on s'excuse pour ne plus y penser. De la façon dont on s'excuse quand on comprend vraiment. Elle a dit qu'elle n'avait jamais su pour la carte mémoire, pour le travail d'Octave,
pour ce que représentait ce Camarotte. Elle a dit que si elle avait su, elle n'aurait pas accepté le billet de Léontine. Je l'ai cru. Ursuline est une femme qui a ses défauts, comme tout le monde. Elle est habituée au meilleur, c'est vrai. Elle ne regarde pas toujours derrière les choses pour chercher l'histoire qui les a rendues possibles. Mais elle n'est pas mauvaise. Ce soir-là, elle avait été instrumentalisée par la gêne de sa belle-fille et elle avait la décence d'en être consciente. Je lui ai dit merci d'être venu me le dire. Timothée, lui, n'est pas venu dans le Camarotte. Il attendait dans le couloir. Je l'ai su quand je suis sortie. Il m'a serré la main et m'a dit quelques mots maladroits sur le fait qu'il aurait dû mieux s'informer sur les liens de sa femme avec ce théâtre. Il ne savait pas quoi dire d'autre, et finalement, ne pas trop en dire quand on ne sait pas quoi dire est une forme d'honnêteté que j'apprécie. Nous sommes sortis tous ensemble par l'escalier du balcon. Léontine marchait derrière moi, légèrement, comme quelqu'un qui ne sait pas encore quelle distance tenir. Dans le foyer, j'ai passé devant la vitrine une dernière fois. J'ai regardé la photographie. Octave regardait la scène. Moi, je le regardais, lui. J'ai pensé que c'était peut-être un résumé de beaucoup de choses. Lui qui regardait le monde avec toute son attention. Moi qui le regardais, lui, avec toute la mienne. Et quelque part entre les deux, la vie qui continuait de se jouer. Sur la place Ducale, il faisait froid. Les réverbères éclairèrent les pavés. Les gens du théâtre sortaient en petits groupes, les voix légèrement portées par l'air de novembre. Quelqu'un avait le col relevé. Quelqu'un d'autre cherchait ses clés. Clarimonde m'attendait sur le côté de l'entrée. Elle a regardé le groupe que nous formions, Léontine, Timothée, Ursuline et moi, et elle a eu ce discret sourire de quelqu'un qui a suivi l'histoire de loin, et qui voit que quelque chose a changé sans savoir encore exactement quoi. Elle m'a proposé de me ramener. J'ai accepté. Avant de monter dans sa voiture, je me suis retournée vers le théâtre, vers la façade éclairée, les 2 colonnes, le nom gravé dans la pierre. Théâtre municipal d'Ardennes. Un bâtiment du 19e siècle qui savait garder les souvenirs mieux que certaines personnes. J'avais le programme d'Octave dans mon sac. Et dans ce programme, je glisserai plus tard le programme du soir, celui qu'Ursuline m'avait donné dans le Camarotte. 2 soirées, 2 moments, le même lieu, la même femme, mais pas la même vie autour. La voiture de Clarimonde sentait la lavande et le cuir chaud. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Il y a des soirées qui n'ont pas besoin de commentaires immédiats, qui demandent d'être portées d'abord, quelques heures ou quelques jours, avant qu'on sache quoi en dire. Chez moi, j'ai allumé la lampe du salon. J'ai sorti la boîte en fer avec les billets. Je l'ai ouverte et j'ai regardé les petits rectangles cartonnés empilés les uns sur les autres, les plus anciens en bas, presque translucides, certains avec des annotations au crayon, d'autres vierges. J'ai sorti celui du soir, que la billetterie m'avait remis après la régularisation, et je l'ai posé sur le dessus de la pile. Puis j'ai fermé la boîte. Et j'ai pensé à ma fille. Je pensais à elle avec une complexité que les mots réduisent toujours un peu. Je ne lui en voulais pas simplement. Je ne lui pardonnais pas simplement. C'était quelque chose entre les deux, un espace où coexistent la déception et l'amour, le reproche et la tendresse, l'espoir que quelque chose a changé et la prudence de ne pas le croire trop vite. Les gens qui vous aiment peuvent vous blesser, ça ne les rend pas mauvais, ça les rend humains. Et les humains ont parfois besoin d'une vitrine éclairée dans un foyer de théâtre pour voir ce qu'ils auraient dû voir depuis longtemps. Les semaines qui ont suivi ont été douces et difficiles à la fois, comme souvent les semaines après les grandes secousses. Léontine a appelé le lendemain matin. Elle a demandé si elle pouvait venir prendre un café dans la semaine. J'ai dit oui. Elle est venue un mardi, seule, sans Timothée, sans rien d'autre que son sac et une boîte de sablé au beurre qu'elle savait que j'aimais. Nous avons bu le café à la table de la cuisine. Elle avait les yeux un peu gonflés, pas des pleurs de la nuit, plutôt du manque de sommeil. Elle a posé les mains autour de la tasse, comme on fait quand on cherche quelque chose de chaud à tenir. Elle m'a demandé de lui parler du travail d'Octave, de ce qu'il faisait exactement dans la cave, de comment avait commencé la collaboration avec le théâtre, de ce qu'on lui avait dit quand on lui avait proposé la carte mémoire. Et j'ai compris que c'était ça, le vrai début de quelque chose. Pas les excuses de la veille, pas les larmes dans le Camarotte. Ça, la question posée enfin. La curiosité vraie, la curiosité qui vient trop tard, mais qui vient quand même, et qui vaut mieux
que de ne pas venir du tout. Je lui ai tout raconté. Depuis la première affiche abîmée que le théâtre avait apportée à l'atelier, depuis les soirées dans la cave, le café que je descendais, les discussions qu'on avait sur la valeur de ce qu'il faisait et pourquoi ça comptait. Je lui ai raconté la proposition du directeur de l'époque, la carte mémoire, la fierté tranquille d'Octave qu'il n'avait montrée qu'à moi. Je lui ai raconté les dernières années où il était moins vaillant physiquement, mais continuait de descendre dans la cave, avec moins d'énergie et autant de soin. Elle écoutait. Vraiment. Avec ses yeux qui ne s'échappèrent pas vers son téléphone, qui restaient sur moi. À la fin, elle a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir demandé avant. Je lui ai dit que le regret était inutile si on ne faisait rien avec. Que ce qui comptait maintenant, c'était de savoir. Et de ne plus faire semblant que ce qu'elle ne comprend pas n'existe pas. Elle a hoché la tête. Puis elle a demandé si un jour je l'emmènerais voir les archives. Les vraies archives, pas seulement la vitrine. Les cartons dans les réserves du théâtre, les documents qui n'étaient pas exposés, ceux qu'Octave avait restaurés mais qui dormaient encore dans l'obscurité en attendant leur heure. J'ai dit que j'allais appeler Venance Arnoux, qu'on trouverait un moment, que certaines visites se préparaient et méritaient du temps. Elle avait souri. Pas son sourire de femme accomplie en public. Son sourire d'avant, le même que celui d'Octave, quand quelque chose lui plaisait vraiment. Je vous pose la dernière question de cette partie de l'histoire, avant de vous dire ce qui s'est passé le jour où nous sommes finalement allés dans les archives. Est-ce qu'il y a une conversation que vous avez différée avec quelqu'un que vous aimez? Une question que vous n'avez pas encore posée, parce que le moment n'était jamais tout à fait bon, ou parce que vous aviez peur de la réponse. Je vous encourage à ne pas attendre plus longtemps. Pas parce que je suis une vieille femme sentimentale qui fait des discours. Parce que j'ai vu ce soir-là dans les yeux de ma fille ce que ça coûte d'avoir attendu trop longtemps. Et je n'aurais voulu ça à personne. Laissez un commentaire. Dites-moi si vous reconnaissez quelque chose dans ce que je viens de vous raconter. Appuyez sur « J'aime » si cette histoire vous a touché quelque part de réel. Et abonnez-vous, parce que demain il y aura une nouvelle histoire ici, et après-demain aussi. Et je vous promets que chacune d'entre elles portera quelque chose de vrai. La visite aux archives a eu lieu un jeudi de décembre, 2 semaines environ après la soirée au théâtre. Venance Arnoux nous a accueillis lui-même. Il nous a guidés à travers les coulisses du théâtre, ces parties que le public ne voit jamais, les couloirs étroits derrière la scène, les escaliers en colimaçon qui descendent vers les sous-sols, les réserves avec leurs étagères métalliques et leurs cartons étiquetés à la main. L'air dans les archives sentait le vieux papier et l'humidité contrôlée. C'est une odeur que je connais depuis ma vie avec Octave. Elle me rappelle sa cave, son atelier, ses mains. Elle me rappelle les dimanches où il m'expliquait pourquoi tel papier était différent de tel autre, pourquoi la colle devait être appliquée dans ce sens et pas dans l'autre, pourquoi certains documents résistaient mieux que d'autres au passage du temps. Venance a sorti plusieurs cartons. Il a posé des gants fins en coton sur la table et nous a demandé de les enfiler avant de toucher quoi que ce soit. Léontine a mis les siens avec une attention particulière, comme si elle prenait une leçon. Et c'est là, dans la réserve du théâtre municipal d'Ardennes, sous une lumière de travail légèrement bleue, que ma fille a tenu pour la première fois entre ses mains une affiche restaurée par son père. Une grande affiche d'un spectacle de 1968. Elle avait été arrachée, pliée en 4, partiellement déchirée. Octave l'avait reconstituée avec une précision qui rendait les dommages presque invisibles si on ne savait pas où chercher. Dans le coin inférieur droit, à la limite de l'image, on pouvait encore voir sa marque. Pas une signature. Octave ne signait pas son travail. Juste une infime ligne de son écriture, au crayon, presque invisible. La date de restauration est 2 lettres. Aubé Octave Beaulieu. Léontine a mis du temps à trouver cette marque. Venance lui avait dit qu'elle était là, quelque part, mais sans lui indiquer exactement où. Elle a cherché. Elle a regardé les bords, les coins, le verso. Et quand elle l'a trouvée, cette petite ligne de crayon au coin d'une affiche de 57 ans, elle a posé son doigt ganté dessus très doucement, comme si elle touchait quelque chose de lui. Je ne dirai rien de plus sur ce moment. Certains moments n'ont pas besoin de mots supplémentaires. Certaines choses se passent entre une fille et le souvenir de son père dans une salle d'archives, et elles appartiennent à elle seule. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sortis de là 2 heures plus tard. Que Léontine m'a tenu le bras dans le couloir, ce qu'elle ne fait presque jamais.
que nous avons pris un café dans le café d'en face, celui qui s'appelle le Ducal et qui fait des crèmes trop épaisses et des tartes aux pommes irréprochables. Que nous avons parlé de son père pendant 1 heure entière, d'une façon que nous n'avions pas parlé de lui depuis son enterrement. Et que quelque chose a commencé à changer, lentement, entre ma fille et moi. Pas tout. On ne répare pas tout en une soirée au théâtre et une visite aux archives. Certaines choses prennent du temps. Certaines distances mettent des années à se former et ne se referment pas en quelques semaines. Mais quelque chose avait commencé. C'est déjà beaucoup. Le temps passe différemment quand on a 80 ans. Les semaines qui ont suivi la soirée au théâtre municipal d'Ardennes ne se sont pas déroulées comme des semaines ordinaires. Elles avaient une texture particulière, comme certaines étoffes qu'on touche et qui gardent la chaleur plus longtemps que les autres. Quelque chose avait changé dans l'air entre Léontine et moi. Quelque chose de fragile encore, de nouveau, comme ces premières pousses de février qu'on surveille parce qu'un gel tardif peut encore tout abîmer. Je me levais chaque matin à 7 heures, comme toujours. Je préparais mon café, fort, dans la cafetière italienne qu'Octave avait achetée lors d'un voyage à Turin il y a 30 ans et que je refuse de remplacer même si le joint commence à se fatiguer. Je m'asseyais à la table de la cuisine avec ma tasse et le journal, et je regardais par la fenêtre les toits de Charleville-Mézières sous la lumière de l'hiver. Les matins de décembre dans cette ville ont quelque chose de particulier. La lumière arrive lentement, timidement, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Les pierres des bâtiments prennent une teinte grise et froide qui devient dorée quand enfin le soleil monte assez haut. J'ai toujours aimé attendre ce moment. Le moment où le gris devient or. Octave disait que c'était la meilleure métaphore de la patience qu'il connaissait. Ces matins de décembre, je pensais beaucoup. À Léontine, à la soirée au théâtre, à ce qui s'était passé dans le camarote B4, aux mots que nous avions échangés, à son doigt ganté posé sur les 2 lettres au crayon dans le coin de l'affiche restaurée. Je pensais à Octave, évidemment. Je pense à lui chaque matin depuis 6 ans, mais la façon dont je pensais à lui avait changé depuis cette nuit. Avant, les pensées du matin avaient souvent une nuance de deuil, de manque, la conscience nette et douloureuse d'une absence. Depuis la soirée au théâtre, les pensées du matin avaient quelque chose de différent. Pas moins de manque, mais une sorte de continuité. Comme si la vitrine, comme si les archives, comme si même la confrontation dans le couloir du balcon avait rendu sa présence plus vivante plutôt que plus ancienne. Clarimonde est venue prendre le café avec moi un samedi matin, environ 3 semaines après le théâtre. Elle est arrivée avec ses cheveux blancs impeccablement coiffés et une façon d'entrer dans un appartement qui donne l'impression qu'elle apporte de l'air frais avec elle. Nous nous connaissons depuis 40 ans, Clarimonde et moi. Nous avons traversé ensemble des choses que peu de gens traversent avec quelqu'un d'autre. La maladie d'Octave. La mort du mari de Clarimonde, Maurice, emporté par une crise cardiaque un matin de printemps il y a 12 ans alors qu'il jardinait, ce qui, selon Clarimonde, était au moins une façon digne de partir. Nos enfants qui grandissaient et s'éloignaient, nos corps qui changeaient, nos vies qui se rétrécissaient par certains côtés et s'ouvraient par d'autres, comme si l'âge était à la fois une fermeture et une fenêtre. Elle s'est assise en face de moi et elle m'a demandé comment j'allais. Pas de la façon dont on demande comment ça va sans vraiment attendre la réponse. De la façon dont les vieilles amies demandent, qui suppose une réponse honnête et un temps suffisant pour l'entendre. Je lui ai dit que j'allais bien. Mieux que je n'aurais cru après une soirée comme celle-là. Je lui ai dit que Léontine avait appelé plusieurs fois, que nous avions eu des conversations que nous n'avions pas eues depuis longtemps, que quelque chose se reconstruisait, lentement, prudemment, mais se reconstruisait. Clarimonde a bu son café, sans rien dire pendant quelques secondes. Puis elle a dit que c'était souvent comme ça avec les enfants, qu'ils avaient besoin de voir pour comprendre, que les mots des parents ne suffisaient pas toujours, qu'il fallait parfois que le monde parle à leur place, qu'un tiers confirme ce que la mère avait essayé de transmettre. Elle a dit que le théâtre avait rendu à Léontine ce qu'elle n'avait pas su recevoir de son père vivant. J'ai pensé qu'elle avait raison. Et j'ai aussi pensé que c'était une forme de grâce particulière que certains endroits possèdent. Les lieux qui ont absorbé du soin, du travail, de l'amour silencieux, finissent par pouvoir les restituer. Pas immédiatement, pas à n'importe qui. Mais au bon moment, à la bonne personne,
ils donnent ce qu'ils ont gardé. Le théâtre municipal d'Ardennes avait gardé Octave. Et un soir de novembre, il l'avait rendu à sa fille. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi, que je n'ai dit à personne d'autre qu'à Clarimonde et plus tard à Léontine. Quelque chose qui s'est passé la nuit, qui a suivi la soirée au théâtre, chez moi, seul dans mon appartement avec les rideaux en dentelle et la boîte en fer gris sur la commode. Je n'arrivais pas à dormir. Ce n'est pas inhabituel à mon âge. Les nuits ont une façon de refuser de venir quand on a trop de choses dans la tête. Je m'étais levée, j'avais mis ma robe de chambre et je m'étais assise dans le fauteuil du salon, celui qui fait face à la fenêtre. Il faisait nuit, évidemment. La rue Bourbon était silencieuse. Un réverbère dessinait un cercle de lumière orange sur les pavés en contrebas. J'avais sorti la boîte en fer et je l'avais posée sur mes genoux. Je l'avais ouverte. J'avais regardé les billets empilés sans les toucher. Juste regarder cette accumulation de rectangles de papier qui représentait 42 ans de soirée, d'hiver, de printemps, de maintenue dans l'obscurité. Et j'avais parlé à Octave. Je ne suis pas folle. Je sais qu'il n'était pas là pour m'entendre, mais j'ai parlé quand même, comme je le fais parfois quand j'en ai besoin, à voix basse, dans l'appartement silencieux. Je lui ai raconté la soirée. Je lui ai dit ce que Léontine avait fait. Je lui ai dit ce que le théâtre avait fait. Je lui ai dit que j'avais vu sa photographie dans cette vitrine et que j'avais mis du temps à ne pas pleurer. Je lui ai dit que notre fille avait enfin vu ces 2 lettres au crayon dans le coin d'une affiche, que son doigt s'était posé dessus très doucement. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas planifié de dire. J'ai dit que je lui en voulais un peu, avec tendresse, de ne pas lui avoir montré lui-même, de ne pas avoir descendu Léontine dans la cave plus souvent quand elle était adulte, de ne pas avoir expliqué davantage, de ne pas avoir dit « voilà ce que je fais et voilà pourquoi ça compte ». J'ai dit qu'il avait eu tort de croire que les gens comprenaient sans qu'on leur montre, que même les enfants des gens bien avaient parfois besoin qu'on leur tienne la main pour voir. Puis, j'ai refermé la boîte. Et je suis allée me coucher. Je dormais quand Léontine m'a envoyé un message le lendemain matin. Juste quelques mots. Elle avait trouvé une vieille photographie de son père dans son propre appartement, dans un album qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle était venue la retrouver, me dit-elle, peut-être parce que ce que nous avions vécu la veille lui avait donné envie de chercher. Sur la photographie, Octave était dans la cave, penché sur son établi, la lampe de bureau allumée à côté de lui. Il avait la 50aine. Il portait son vieux tablier gris. Il regardait quelque chose qu'on ne voyait pas, peut-être un document posé devant lui avec cette concentration totale qui lui appartenait. Elle avait écrit sous le message un seul mot. « Papa ». J'avais répondu un seul mot aussi. Oui. Certaines conversations n'ont pas besoin d'être longues. Si vous êtes encore là avec moi, si vous avez traversé cette histoire jusqu'à cette partie, je veux vous dire quelque chose directement. Merci. Merci d'être resté. Merci d'avoir écouté une vieille femme raconter une nuit de novembre dans un théâtre de province française, ses billets empilés dans une boîte en fer, ses rideaux en dentelle, son mari disparu dont les mains ont laissé des traces dans les archives d'une ville. Ces choses-là méritent d'être racontées. Et elles méritent d'être entendues. Alors si vous êtes là, si vous avez senti quelque chose au cours de cette histoire, faites-moi le savoir. Laissez un commentaire avec le mot « sauver », parce que seuls ceux qui ont vraiment écouté jusqu'ici comprendront pourquoi ce mot compte dans cette histoire. Appuyez sur « j'aime » si cette vieille femme et son théâtre vous ont touché quelque part de réel. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici, et certaines d'entre elles vous atteindront à des endroits que vous ne soupçonnez pas. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? D'où regardez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux, vraiment, et savoir que vous êtes là, quelque part dans le monde, à m'écouter, est quelque chose que je ne prends jamais pour acquis. Les mois qui ont suivi ont eu leur propre rythme. Janvier est arrivé avec son froid particulier, celui de Charleville-Mézières, qui descend des Ardennes et s'installe dans les rues avec une obstination tranquille. Février, avec ses jours un peu plus longs, sa lumière qui revenait timidement. Mars, avec les premières jonquilles sur le marché du samedi, celles qu'Octave achetait toujours en premier, avant même qu'elles soient vraiment ouvertes, parce qu'il disait que les voir s'ouvrir chez soi valait mieux que de les acheter déjà écloses. Léontine est venue plusieurs fois.
Nous avons repris une habitude que nous avions perdue depuis des années, le déjeuner du dimanche. Pas chaque semaine, parfois toutes les 2 semaines, mais régulièrement. Elle venait seule la plupart du temps, parfois avec Timothée, qui avait retrouvé une façon d'être à l'aise avec moi, moins guindé, moins appliqué dans sa correction. Ursuline est venue une fois, en mars, pour un thé. Nous avons parlé du théâtre, de l'opéra qu'elle aimait, de la saison culturelle de la ville. Nous avons parlé comme 2 femmes qui se respectent sans nécessairement se ressembler, ce qui est déjà beaucoup. Bertrand, mon fils qui habite à Bordeaux, a appelé quand il a appris ce qui s'était passé. Clarimonde lui avait dit, avec mon accord. Il a ri d'abord, ce rire affectueux qu'il a quand sa sœur fait quelque chose de prévisible selon lui. Puis il a été sérieux. Il m'a dit qu'il était content que le théâtre ait gardé une trace du travail de son père. Il m'a dit qu'il allait venir voir la vitrine la prochaine fois qu'il monterait dans le Nord. Je lui ai dit que je l'attendrais. Bertrand est différent de Léontine. Il a toujours compris instinctivement les choses silencieuses, les valeurs qui ne s'affichent pas, le travail qui se fait sans public. Il appelle chaque dimanche depuis que son père est mort. Pas parce que je le lui ai demandé, mais parce qu'il a décidé que c'était important. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas entièrement. On les reçoit avec gratitude et on n'essaie pas trop de les analyser. Le printemps est arrivé doucement. Avec lui, une chose que je n'avais pas anticipée. Venance Arnoult m'a appelé en avril. Il m'a dit que la vitrine Archives Beaulieu avait reçu beaucoup d'attention depuis son inauguration. Des journaux locaux en avaient parlé. Des associations culturelles s'étaient manifestées. Et plusieurs familles de Charleville-Mézières avaient contacté le théâtre pour savoir si leurs propres documents de l'époque, des programmes conservés dans des greniers, des photographies de spectacles anciens, des lettres d'acteurs gardées dans des tiroirs, pouvaient être intégrés aux archives. Le travail d'Octave avait inspiré quelque chose. Pas une révolution, pas un grand mouvement public, juste un cercle qui s'élargissait, doucement, autour du centre qu'il avait été sans jamais le chercher. Des gens qui avaient vu la vitrine et qui avaient pensé à leur propre grenier, à leur propre boîte en fer, à leur propre collection de choses gardées parce qu'elles semblaient importantes sans qu'on sache toujours pourquoi. Venance m'a demandé si j'accepterais d'être impliqué dans ce projet élargi. Pas comme professionnel, je n'ai aucune compétence technique en restauration, mais comme témoin, comme la personne qui pouvait raconter comment ce travail avait commencé, pourquoi il avait compté, ce qu'Octave aurait voulu pour ses documents. J'ai dit oui sans hésiter. Léontine, quand je lui ai annoncé, a eu une réaction que je n'attendais pas. Elle a proposé d'aider. Pas le travail de restauration, bien sûr, elle n'a pas les compétences non plus, mais la communication autour du projet, la façon de le présenter au public, la manière de raconter l'histoire des archives aux gens qui ne savent pas encore qu'ils ont envie de l'entendre. C'est son métier, c'est ce qu'elle sait faire. J'ai mis quelques jours avant de répondre. Pas parce que j'hésitais vraiment, mais parce que je voulais que ce soit une décision pesée, pas une décision prise dans l'élan de réconciliation. Je voulais être sûre que j'acceptais parce que c'était bien, pas seulement parce que ça me rapprochait de ma fille. Puis j'ai appelé Venance pour lui dire que Léontine pourrait être une ressource utile pour la communication du projet, si le théâtre le souhaitait. Il a dit qu'il l'appellerait. Ils se sont rencontrés un jeudi matin. Je n'étais pas là. Il n'avait pas besoin de moi pour cette partie. Léontine m'a raconté la réunion ensuite, par téléphone. Elle avait visité les archives à nouveau. Elle avait discuté avec Anicette Loisel, qui gérait aussi une partie des collections. Elle avait vu d'autres documents restaurés par Octave qu'elle n'avait pas vus lors de notre première visite. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose. Dans un carton marqué « Programme saison 1982 », il y avait un programme d'une pièce de Feydeau. Et dans la marge supérieure, au crayon, de l'écriture d'Octave, une date et quelques mots. Novembre 1982, soirée avec Émérance, 3e rangée du balcon, première fois dans le B4. Octave avait annoté le programme. Il avait noté que c'était la première fois. Dans sa façon si discrète, si personnelle, il avait marqué cet événement, pas pour les autres, pas pour la postérité consciente, juste pour lui. Pour que cette soirée existe quelque part en dehors de sa mémoire. Quand Léontine m'a lu ces mots au téléphone, j'ai dû m'asseoir. Pas parce que j'allais tomber. Parce que certaines émotions ont besoin qu'on soit assis pour les recevoir correctement. La première fois dans le B4.
Novembre 1982. Je me souvenais de cette soirée. Je me souvenais du manteau que je portais, un manteau bleu marine que j'aimais beaucoup à l'époque. Je me souvenais que nous avions pris un verre chaud dans un café après le spectacle parce qu'il faisait froid et que nous voulions prolonger la soirée. Je me souvenais qu'Octave avait dit que ce Camarotte avait la meilleure vue du théâtre et qu'on devrait essayer de le garder. Il avait écrit ça dans la marge d'un programme. Et 43 ans plus tard, notre fille avait trouvé cette annotation dans les archives du théâtre qu'il avait contribué à sauver. Le cercle était complet. Je ne sais pas si vous croyez à ces choses-là, aux coïncidences qui ne semblent pas tout à fait être des coïncidences, au moment où les fils se rejoignent avec une précision qui dépasse ce qu'on peut attribuer au hasard. Je ne suis pas sûre de ce que je crois moi-même sur ces questions. Mais je sais que quand Léontine m'a lu ces mots au téléphone, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à une réponse. Pas à une prière formulée, à quelque chose de plus vieux que les prières, à la question silencieuse qu'on pose à ceux qui sont partis et dont on n'attend plus vraiment de réponse. Il était encore là, pas d'une façon mystérieuse ou surnaturelle, d'une façon très concrète, très humaine, dans ses annotations, dans ses gestes, dans les documents qu'il avait sauvés et qui, en retour, l'avaient sauvé de l'oubli. C'est peut-être ça, au fond, le vrai sens de tout travail bien fait. Non pas la reconnaissance immédiate, non pas le salaire juste, non pas même la gratitude de ceux qu'on aime. Mais cette possibilité, lointaine, imprévisible, que le travail survit assez longtemps pour dire ce qu'on n'a pas su dire autrement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu quelqu'un comme Octave dans votre vie. Quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, qui ne cherchait pas à être vu, dont vous avez compris la valeur peut-être trop tard ou peut-être juste à temps. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui mérite de l'entendre. Avec une mère, avec une fille, avec quelqu'un qui a mis du soin dans les choses silencieuses et qui n'a jamais entendu suffisamment que ce soin comptait. Appuyez sur « J'aime » si le nom d'Octave Beaulieu mérite de rester dans votre mémoire un peu plus longtemps que le temps de cette vidéo. Et abonnez-vous, parce que les histoires comme celle-ci, je les raconte chaque jour ici. Et chacune d'entre elles porte quelque chose de vrai sur la façon dont les gens s'aiment, se blessent et finissent par se retrouver. Le déjeuner du dimanche est devenu une habitude solide entre Léontine et moi. Je cuisine, elle arrive avec le dessert. Pas toujours quelque chose d'élaboré. Parfois simplement des fruits ou un yaourt qu'elle sait que j'aime, ou ces sablés au beurre qu'elle avait apportés lors de sa première visite après le théâtre et qui sont devenus une sorte de symbole entre nous. Le symbole des choses qu'on fait quand on cherche à réparer sans savoir exactement comment. Nous parlons de sa semaine, de la mienne, de Bertrand, de ses enfants à lui qui grandissent à Bordeaux et que je ne vois pas assez. Du jardin de Clarimonde qui prend de plus en plus d'espace dans sa vie depuis que Maurice est parti. Des nouvelles du quartier, des changements dans la ville, des choses ordinaires et des choses importantes, et parfois de son père. Ces conversations-là ont une qualité particulière. Léontine pose des questions qu'elle n'a jamais posées de son vivant. Elle veut savoir comment il était jeune, avant qu'elle soit là pour le connaître. Elle veut savoir comment nous nous sommes aimés, pas de façon indiscrète, juste avec cette curiosité des enfants qui réalisent soudainement que leurs parents ont eu une vie entière avant eux. Elle veut savoir ce qu'ils pensaient d'elle, si parfois il était déçu par leurs incompréhensions, s'il savait au fond de lui qu'elle ne comprenait pas le sens de son travail. Je lui dis la vérité. Pas toujours la vérité facile. La vérité réelle. Je lui dis qu'Octave était un homme qui croyait que les gens finissaient toujours par comprendre les choses essentielles, que c'était peut-être naïf, mais que c'était sa nature. Je lui dis qu'il n'était pas sans blessure face à ses incompréhensions avec elle, mais qu'il ne parlait de ses blessures qu'à moi, rarement, avec cette pudeur qui était sa façon d'être au monde. Je lui dis qu'il l'aimait avec une constance qui ne dépendait pas de si elle comprenait ou non, parce que pour lui, l'amour n'était pas conditionnel à la compréhension. Ces choses-là, Léontine les reçoit en silence. Parfois, elle pleure un peu. Parfois, elle ne dit rien pendant quelques minutes, et on laisse le silence exister entre nous, ce qui est une forme de confort que seules les personnes qui se connaissent vraiment peuvent se permettre. Un dimanche de mai, elle m'a apporté quelque chose avec le dessert. Un cadre. Pas grand, 20 cm sur 25 peut-être.
Elle l'avait fait encadrer spécialement, elle m'a dit, par un encadreur du centre-ville. Dans le cadre, une reproduction photographique du programme de novembre 1982, avec la marge où Octave avait écrit sa note. Agrandie suffisamment pour qu'on lise clairement ces mots. Novembre 1982, soirée avec Émérance, 3e rangée du balcon, première fois dans le B4. Elle avait fait faire ce cadre pour moi. Elle m'a dit qu'elle avait demandé au théâtre l'autorisation de reproduire le document pour un usage privé. Venance avait accordé l'autorisation immédiatement, avec, m'a-t-elle dit, un sourire particulier. J'ai tenu le cadre entre mes mains pendant un long moment. L'écriture d'Octave. Ces mots. Ce soir de novembre 1982, où nous ne savions pas encore que ce Camarotte deviendrait notre place pendant 40 ans, où nous ne savions pas encore ce que le théâtre allait prendre de lui et lui rendre en retour. J'ai dit à Léontine que c'était le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait depuis longtemps. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de retard à rattraper. Je lui ai dit qu'on ne rattrapait pas le retard, qu'on continuait simplement à partir d'où on était, que c'était suffisant. Le cadre est maintenant sur la commode, à côté de la boîte en fer gris avec les roses peintes. Les deux objets se font face, la boîte pleine de billets empilés et le cadre avec les mots d'Octave. Quand la lumière du matin entre par la fenêtre au rideau en dentelle, elle touche les deux en même temps. J'aime cela. J'aime que la lumière ne choisisse pas entre les deux. Il y a quelque chose que je veux vous dire maintenant, à vous qui êtes là depuis le début, ou depuis le milieu, ou même depuis les dernières minutes seulement. Quelque chose que cette nuit au théâtre m'a enseigné, pas d'une façon nouvelle, parce que je savais déjà la plupart de ces choses, mais d'une façon plus claire, plus nette, comme une fenêtre qu'on vient de laver et par laquelle on voit soudainement mieux ce qui était toujours là dehors. Les gens qui travaillent en silence ont une valeur qui ne dépend pas du fait qu'on la reconnaisse. Ce que le bûcheron fait dans la forêt, la nuit tombe quand même. Ce que le restaurateur fait dans sa cave est réel quand même. Ce que la mère fait, la cuisinière, la couturière, la soignante, la femme qui garde les programmes dans une boîte en fer parce qu'elle sait que ces choses méritent d'être gardées, tout cela existe indépendamment de ce que les autres en pensent ou en disent. Mais voilà ce que je n'avais pas formulé clairement avant cette nuit-là. Le fait que le travail silencieux ait de la valeur intrinsèque ne signifie pas qu'on ne doit pas le montrer. Octave avait tort sur ce point, avec toute l'affection que je lui porte. Il croyait que les choses vraiment importantes se comprenaient seules, qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer, que les actes parlaient sans traduction. Mais les actes ne parlent pas toujours seuls. Parfois, ils ont besoin d'un traducteur. Parfois, ils ont besoin qu'on ouvre une porte de cave et qu'on dise à sa fille de 20 ans « Viens voir ce que je fais ici et pourquoi j'y crois ». Le silence peut être une forme de dignité. Il peut aussi être une forme d'abandon. Abandonner les autres à leur incompréhension en supposant qu'ils trouveront seuls le chemin. Certains le trouvent. Léontine l'a trouvé, mais il lui a fallu une vitrine dans un théâtre, des années après la mort de son père, pour y arriver. C'était trop tard pour lui. Pas trop tard pour elle. C'est peut-être le message le plus important que je puisse laisser à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Si vous faites quelque chose qui compte pour vous, quelque chose en quoi vous croyez, quelque chose qui demande votre temps et votre soin sans audience immédiate, ne supposez pas que les gens que vous aimez le comprennent. Montrez-leur, expliquez-leur. Pas pour qu'ils vous approuvent, pas pour qu'ils vous complimentent, mais pour qu'ils aient la chance de comprendre. Parce que l'incompréhension n'est pas toujours de la mauvaise volonté. C'est souvent simplement un manque d'information. Un manque de porte ouverte, un manque de voix qui dit « viens voir ». Et si vous êtes l'enfant dans cette histoire, si vous êtes la Léontine, si vous avez regardé quelqu'un que vous aimez faire quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement et que vous avez étiqueté comme marginal ou désuet ou pas très sérieux, posez la question maintenant. Descendez dans la cave maintenant. Demandez à voir maintenant. Parce que les caves finissent par se vider. Les mains finissent par ne plus tenir les pinceaux. Et les questions non posées deviennent les regrets les plus tenaces, ceux qui ne se dissolvent pas avec le temps mais qui restent là, précis, avec la date et l'heure exacte où on aurait pu demander et où on a choisi de ne pas le faire. Je ne dis pas cela pour culpabiliser. Je le dis parce que je l'ai vu dans les yeux de ma fille dans ce Camarotte. Et je ne voudrais pas que vous portiez ça.
Si quelqu'un que vous aimez est encore là, la fenêtre est encore ouverte. Entrez. Laissez-moi vous parler d'un dernier moment, un moment qui s'est passé au mois de juin, presque 7 mois après la soirée au théâtre. C'était un samedi après-midi. Léontine m'avait proposé de revenir au théâtre ensemble, pas pour un spectacle, juste pour la vitrine. Elle voulait la voir à nouveau, dans la lumière du jour cette fois, sans l'émotion particulière d'une soirée de gala. Voir les choses calmement. Nous avons pris le bus, comme Octave et moi le faisions autrefois. Léontine avait voulu prendre sa voiture, mais j'avais dit que le bus était bien et elle avait accepté sans discussion. Nous étions assises côte à côte dans le bus de 11 heures, comme deux femmes ordinaires qui vont en ville un samedi matin, ce que nous étions. Le théâtre était ouvert pour des visites libres. Il y avait quelques personnes dans le foyer, une famille avec 2 adultes qui regardaient les affiches de la saison en cours, un homme seul qui lisait un programme assis sur un banc. Nous sommes allés directement à la vitrine. Elle était là, telle que je la connaissais maintenant. Les affiches restaurées, les programmes avec leurs annotations, les lettres d'acteurs, la photographie d'Octave et moi dans le camarote, lui regardant la scène, moi le regardant lui. Léontine l'a regardé longtemps. Puis elle a sorti quelque chose de son sac. Un nouveau programme. Celui du dernier spectacle qu'elle avait vu avec Timothée, il y a quelques semaines, dans ce même théâtre. Elle l'avait plié en 2 et dans la marge, en lettres soignées que je ne lui connaissais pas, elle avait écrit quelque chose. Elle me l'a tendu. J'ai lu. Elle avait écrit la date, le nom du spectacle et 2 lignes. Pour ma mère Émérance Beaulieu, qui m'a appris que certains endroits gardent ce qu'on y dépose avec amour. Et pour mon père, Octave Beaulieu, dont les mains sont encore là. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis j'ai dit que son père aurait été content. Elle a dit qu'elle espérait. Nous avons demandé à Anicet Loisel si nous pouvions intégrer ce programme à la collection, pas dans la vitrine principale, mais dans les archives. Il a dit qu'il allait en parler à Venance. Quelques jours plus tard, Venance a appelé pour dire qu'il serait heureux de l'ajouter. Que les archives vivaient précisément parce que de nouveaux documents venaient les rejoindre. Que c'était comme ça que la mémoire fonctionnait. Pas figée. Toujours en mouvement, toujours alimenté par les vivants. Le programme de Léontine est dans les archives du Théâtre municipal d'Ardennes maintenant, à côté des affiches que son père a restaurées, à côté des programmes qu'il a annotés. Dans ce même espace souterrain que nous avions visité ensemble en décembre, sous la lumière froide et précise qui garde les choses sans les altérer. 2 générations dans les mêmes cartons. La mémoire continue. Voilà ce que je voulais vous raconter. Voilà l'histoire de la nuit où ma fille a donné mon billet à sa belle-mère et de ce qui s'est passé ensuite, dans les semaines et les mois qui ont suivi, dans les conversations du dimanche et les visites aux archives et les programmes annotés et les cadres posés sur les commodes. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Je tiens à ce que vous compreniez ça. Je ne suis pas sortie de cette nuit-là avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose contre quelqu'un. La vie n'est pas une compétition dont il faut gagner les manches. La vie est une succession de moments où on choisit comment traiter les gens qu'on aime, comment préserver ce qui mérite d'être préservé, comment laisser les bonnes traces dans les bons endroits pour que quelqu'un les trouve un jour. Octave avait laissé ses traces. Le théâtre les avait gardées. Et un soir de novembre, au moment où ma fille avait besoin de les voir pour me voir vraiment, elles étaient là. C'est peut-être tout ce qu'on peut demander au travail bien fait. Pas la reconnaissance immédiate. Pas la gratitude garantie. Juste d'être encore là quand quelqu'un en a besoin. Juste de survivre assez longtemps pour servir à quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. J'ai 80 ans. Je vis au numéro 14 de la rue Bourbon. Je bois mon café dans une cafetière italienne qui a 30 ans et que je refuse de remplacer. Je regarde la lumière de Charleville-Mézières passer du gris à l'or chaque matin par la fenêtre aux rideaux en dentelle. Sur ma commode, il y a une boîte en fer gris avec des roses peintes, pleine de billets de théâtre. Et à côté, encadré par un encadreur du centre-ville à la demande de ma fille, l'écriture d'Octave en novembre 1982. Ce soir, je n'ai rien que je veuille changer à cela. Si vous avez traversé cette histoire avec moi du début à la fin, je vous demande une dernière chose. Une seule. Pensez à quelqu'un dans votre vie dont le travail passe inaperçu, dont la valeur n'est pas dite assez souvent, dont les mains ont construit quelque chose que vous utilisez peut-être sans vous souvenir exactement d'où ça vient.
et dites-leur quelque chose cette semaine. Pas un grand discours, pas une déclaration, juste quelque chose qui dit « Je vois ce que tu fais. Je comprends maintenant. Je suis là. » Certaines personnes attendent ce mot depuis longtemps. Certaines n'ont plus le temps d'attendre. Ne laissez pas la vitrine du théâtre être la seule façon qu'elles ont de savoir que leur travail comptait. Et si vous voulez rester avec cette vieille femme et ses histoires, si vous voulez entendre demain une autre histoire comme celle-ci, abonnez-vous maintenant. Appuyez sur « J'aime » si quelque chose dans cette histoire a touché quelque chose de vrai en vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Une mère, une fille, quelqu'un qui a donné beaucoup sans être vu, quelqu'un qui a du mal à pardonner, quelqu'un qui cherche encore le chemin vers quelqu'un qu'il aime. Laissez-moi un commentaire avec le mot « sauver ». Juste ce mot. Ceux qui ont vraiment écouté jusqu'ici savent pourquoi ce mot est le bon. Parce que cette nuit au théâtre, c'est le théâtre qui m'a rendu ma place. Mais c'est Léontine qui a été sauvée de quelque chose de plus grand. De l'erreur de ne jamais comprendre son père. De traverser une vie entière sans descendre dans la cave. Sans voir les 2 lettres au crayon dans le coin d'une affiche. Sans savoir que certains endroits gardent ce qu'on y dépose avec amour et qu'ils le rendent au bon moment à qui sait regarder. D'où regardez-vous ce soir? Quelle heure est-il chez vous? Mettez-le dans les commentaires. Je vous lis tous. Vraiment. Cette vieille femme au 14e de la rue Bourbon, avec ses rideaux en dentelle et sa cafetière italienne, elle vous lit tous. Il y a une nouvelle histoire demain, et après-demain, et chaque jour. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas de descendre dans la cave de temps en temps. Du fond du cœur, merci.